Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse détaillée. Bonjour, je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai pilier. La fondation absolue de la langue française. Exactement, le présent de l'indicatif. C'est un sacré morceau. Ah ça c'est sûr. Et pour nous guider, notre boussole aujourd'hui, c'est un document hyper pragmatique, Un guide conçu spécifiquement pour les débutants, pour le niveau A1. qui s'intitule tout simplement « Maîtriser le présent en français Un titre très clair, ». Bah oui, très clair. Et notre objectif, c'est de démystifier tout ça. de prouver que ce n'est pas une corvée insurmontable. Voilà, on veut extraire les règles essentielles et montrer que c'est le raccourci ultime pour communiquer au quotidien. C'est exactement ça. Bon, décortiquant que ça, parce que c'est vrai que la conjugaison, ça provoque souvent une vraie panique. C'est une réaction très humaine. La réputation de la grammaire française n'est plus à faire. C'est clair. Mais l'approche de notre source est très rassurante. Elle s'appuie sur des recherches pédagogiques, solides. C'est-à-dire? Eh bien, maîtriser le présent, c'est un impératif. C'est le socle sur lequel reposent absolument tous les autres temps de conjugaison. Donc ça ne sert à rien de s'éparpiller. Pas du tout. C'est l'outil le plus utilisé dans les conversations de tous les jours. Si on maîtrise ça, on a les bases pour tout le reste. C'est hyper logique en fait. Et le guide commence par identifier ce qu'il appelle les piliers incontournables. Les fameux verbes être et avoir. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe un peu fou. Le fait que ce soit les plus importants, mais aussi les plus irréguliers. Exactement, ils échappent à toute logique. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette irrégularité, ce n'est pas un hasard. Ah bon? Non, c'est la marque d'un usage intensif. L'usure du temps, en quelque sorte. Donc plus on les utilise, plus ils se déforment. Tout à fait. Et le verbe être en est l'exemple parfait. Il sert à définir l'identité, la nationalité, l'état d'esprit. Et au niveau de la prononciation, c'est un vrai piège. Ah, les consonnes finales. Au singulier, on n'entend rien. Je suis, tu es, il est. Le fameux S final est complètement muet. Mais dès qu'on passe au pluriel, ça change tout. Nous sommes, vous êtes. Voilà, les liaisons deviennent obligatoires et on entend soudain des lettres qui étaient invisibles à l'oral jusque-là. C'est fou. Et on retrouve cette même préoccupation pour la sonorité avec le deuxième pilier. Le verbe avoir. Oui. Au-delà de sa conjugaison bizarre, le texte introduit une règle cruciale. La fameuse règle de l'élision. L'élision, oui. On ne dit pas « je ai ». Jamais. On dit j'ai. Le document est super strict là-dessus. C'est parce que la langue française privilégie absolument la fluidité sonore. Elle déteste les hiatus. Le choc entre deux voyelles. Exactement. L'objectif, c'est d'éviter toute interruption brutale. Il faut lier les mots. C'est ce qui donne cette mélodie au français parlé. Tout à fait. Et c'est justement autour de ces deux verbes qu'on trouve ce que l'auteur appelle l'erreur numéro 1. Ah oui, le piège de la traduction littérale. C'est un classique chez les débutants. Dans beaucoup de langues, on utilise le verbe « être » pour exprimer l'âge ou la fin. Comme en anglais ou en espagnol, oui. Sauf qu'en français, la mécanique exige le verbe « avoir On dit j'ai 20 ans, j'ai faim. ». C'est un vrai changement de logiciel pour le cerveau. C'est très profond, oui. On ne représente pas physiquement la faim, on la possède. C'est une manière différente de conceptualiser l'état humain. Bon, après ces deux piliers un peu intenses, on arrive sur un terrain beaucoup plus rassurant. La grande majorité des verbes. Le premier groupe. Ce qui se termine en ER. Parler, aimer, étudier. C'est une vraie bouffée d'air frais. La formule est magique. Très mécanique, oui. On enlève le ER et on ajoute les terminaisons. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ça couvre quasiment tout. Environ 90% des verbes, en effet. Mais bon, ce serait trop beau s'il n'y avait pas un petit piège. L'erreur numéro 3 pointée par le guide. Le grand secret de prononciation. Le fameux ENT à la troisième personne du pluriel. C'est incroyable ce truc. On ajoute 3 lettres à l'écrit, mais à l'oral, c'est totalement muet. Il parle au pluriel. Ça sonne exactement comme il parle au singulier. Ça doit rendre fou ceux qui apprennent la langue. Cela soulève une question très importante sur le fossé entre le français écrit et le français parlé. Pourquoi on garde ces lettres si on ne les dit pas? C'est l'histoire de la langue. L'orthographe conserve les traces d'une prononciation ancienne. Mais à l'oral, la langue a évolué beaucoup plus vite. Il faut vraiment déconnecter l'œil de l'oreille alors. Absolument. Vouloir prononcer ce ENT est la preuve d'un manque d'habitude à l'oral. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient vraiment intéressant au sein même de ce premier groupe. Les petites particularités orthographiques. Oui, pour des verbes comme manger ou commencer. C'est l'élégance du compromis linguistique en français. Pour garder le son doux, on est prêt à casser la règle visuelle. Exactement. Manger devient nous mangeons avec un petit E qu'on glisse au milieu. Et commencer devient nous commençons avec une cédille.
Tout ça uniquement pour préserver la phonétique. Le son prime sur l'écriture. C'est de la belle ingénierie verbale, et ça nous amène au niveau supérieur de complexité. Le deuxième groupe, Les verbes en IR, comme finir ou réussir. avec leur mécanique bien à eux, les terminaisons en IS, IS, IT. Et surtout ce son percussif au pluriel, IS, SSONS, ISSEZ, ISSENT. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. C'est très rythmé. Mais ce confort ne dure pas parce qu'on attaque ensuite la bête noire. Le troisième groupe, le fameux Far West. C'est vraiment le territoire sauvage de la grammaire. C'est un grand rassemblement de tous les verbes irréguliers restants. Prendre, venir, faire, dire, pouvoir. Et il n'y a pas de règle universelle ici. Non, c'est presque du cas par cas. Le radical du verbe peut changer du tout au tout. Pas de formule magique, juste du par cœur. Et une exposition régulière. C'est la seule façon d'assimiler ces exceptions. D'accord. Mais le guide ne s'arrête pas à la mécanique des verbes. Il aborde aussi les pièges culturels. L'erreur numéro 4, le fameux dilemme social. Le tu contre le vous. C'est tellement important. Ce n'est pas qu'une question de grammaire, c'est un vrai code social en France. Se tromper de verbe, on pardonne. Se tromper de pronom, c'est plus risqué. Tout à fait. Le tu est informel. Il est réservé à la famille, aux amis, aux enfants. Et le vous, Le vous est formel. On l'utilise pour les inconnus, les aînés ou dans le milieu professionnel. si on relie ça à une vision plus globale, c'est vraiment une clé de la culture francophone. Maîtriser ça, c'est montrer qu'on comprend la hiérarchie implicite et la distance sociale. C'est une pression de plus pour l'apprenant. Et ce n'est pas fini, il y a l'erreur numéro 5. Les accords. L'angoisse des accords. En français, il faut accorder les adjectifs et les participes passés avec le sujet. C'est ce qui rend la phrase si interconnectée. Par exemple, elles sont contentes. Féminin pluriel. Donc on ajoute un E et un S à contente. La phrase entière est comme une réaction en chaîne. Le sujet contamine le verbe, puis l'adjectif. Il faut anticiper la fin de sa phrase avant même de l'avoir commencée. C'est une gymnastique mentale constante. Alors, avec toutes ces règles, ces exceptions, ces codes sociaux, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Comment on survit? Le guide propose une vraie stratégie d'assimilation, une approche hyper pratique. Un plan d'action? Oui, et la première règle, c'est la primauté de la régularité sur la quantité. Vaut mieux en faire un peu tous les jours que beaucoup d'un coup? 15 minutes par jour valent 1000 fois mieux que 2 heures le dimanche. Pourquoi c'est si efficace? C'est lié au fonctionnement du cerveau. La répétition espacée permet de consolider la mémoire à long terme. C'est fascinant. Et le guide parle aussi d'ancrage personnel? Oui, créer des phrases liées à sa propre vie. Au lieu d'apprendre des phrases par cœur dans un livre, on dit « j'habite à telle ville, je travaille comme ceci ». Exactement. L'information devient pertinente émotionnellement et le cerveau la retient beaucoup plus facilement. Et puis, il y a la dédramatisation, l'immersion. Écouter des podcasts, utiliser des applications. Et surtout, accepter l'erreur. Ne jamais avoir peur de se tromper à l'oral. Les erreurs sont simplement la preuve que l'on essaye et que l'on progresse. C'est indispensable pour atteindre la fluidité. En résumé, maîtriser ce présent de l'indicatif, c'est vraiment s'offrir les clés de la communication quotidienne, Et ça prépare parfaitement le terrain pour les défis suivants comme le passé composé. qui est la suite logique mentionnée dans les sources. Absolument. D'ailleurs, cette progression soulève une réflexion finale assez stimulante. Je vous écoute. Si le présent est la base mathématique et structurelle de tous les autres temps, Oui, avec toutes ces contraintes, les accords, la possession de l'âge ou des émotions. c'est très dense. Est-ce que le simple fait de s'entraîner à conjuguer correctement au présent ne modifie pas la façon dont notre cerveau perçoit l'action immédiate? Waouh! C'est profond! Parler une nouvelle langue et structurer le maintenant avec autant de précision, n'est-ce pas finalement adopter une toute nouvelle manière d'habiter le moment présent? C'est une pensée extrêmement provocatrice et inspirante pour tous ceux qui apprennent. Adopter une nouvelle langue, c'est adopter une nouvelle vision du monde. C'est tout le charme de la linguistique. Eh bien, un grand merci d'avoir éclairé tous ces mécanismes avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'explorer ça ensemble. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette exploration linguistique. On se donne rendez-vous très vite pour notre prochaine analyse. Au revoir!